Justice transitionnelle, inabidi sheria ifanyike, sherti ukweli ueleweke, wangana wafarijike, mahakama ianzishwe. Auditrices, auditeurs de l'émission Africa Reconcile de vous parle, bonjour. La République démocratique du Congo a connu plusieurs conflits depuis plusieurs décennies, et particulièrement dans la partie est où des conflits armés et non armés ont laissé des milliers et des milliers de victimes. Il a été nécessaire de faire face aux séquelles des graves violations des droits humains et du droit international humanitaire qui sont du reste des conséquences des différents conflits. Ainsi, en République démocratique du Congo, il s'est engagé dans le processus de justice transitionnelle suite particulièrement au plaidoyer mené par la société civile congolaise depuis plusieurs années. Cette justice qui se focalise sur les droits des victimes dans leur tout fait l'objet de cette émission. Pour en savoir plus, je reçois M. Stéphane Lupao qui est secrétaire au Baraza Lawazé du Nord Kivu. Monsieur Stéphane, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je reçois aussi M. Léo Mbeba qui est coordonnateur du réseau d'aide aux femmes et enfants nécessités, RAFEN en sigle. Monsieur Léon, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Et Madame Antigone Teguera, qui est journaliste à Goma. Madame Antigone Teguera, bonjour. Bonjour, cher Saint-Janvier. Je vais dire à tous nos auditeurs que vous tous vous êtes engagés sur la question de la justice transitionnelle. Il faudra souligner que ces numéros de Africa Reconciled vous parlent entre dans le cadre du projet mis en œuvre par Africa Reconciled avec le soutien de l'Union européenne et l'Union africaine à travers les fonds africains pour la justice transitionnelle pour renforcer la participation significative des victimes dans les processus de la justice transitionnelle au niveau communautaire. Appelez-moi Saint-Janvier Zialiwa à la présentation de votre tranche. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, il faut noter qu'un comité scientifique en charge de l'élaboration d'une politique nationale de justice transitionnelle pour la République démocratique du Congo avait été mis sur pied vers la fin 2022 avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, avait présenté la loi sur les réparations en décembre 2022 et la mise en place successive du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et d'autres victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, et la CIAVAR, entendez par là la Commission institutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes en 2023. Le ministre des Droits humains, à cette époque, a aussi créé, en début de l'année 2024, un programme national de justice transitionnelle, PNJT en sigle, tout ceci après la 34e réunion du Conseil des ministres tenue le 7 août 2020 à Kinshasa, dans laquelle la communication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait porté sur, entre autres, l'opportunité de la justice transitionnelle en faveur des victimes des crimes graves commis en République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Stéphane Lupao, je rappelle que vous êtes secrétaire au Baraza Lawazé au Nord Kivu. Qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir au contexte de la justice transitionnelle ou tout simplement, qu'est-ce qu'on peut appeler justice transitionnelle? En termes de contexte, vous l'avez d'ailleurs dit, c'est qu'il y a eu une violence structurelle qui s'est enracinée dans la société congolaise. Et cette violence structurelle ne date pas d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai, on n'a pas le temps de tout dire, mais on sait que déjà le bassin du Congo, lors de la traite négrière, avait perdu énormément de gens qui ont été vendus comme esclaves et envoyés aux États-Unis d'Amérique, dans les continents d'Amérique, pour travailler dans les plantations.
Il y a un auteur qui a même parlé de 13 250 000 personnes qui ont été vendues. Et cet auteur n'est rien d'autre que Dieudonné Richon. Alors, en période coloniale, avec l'EIC, vous savez qu'il y a même une commission parlementaire belge qui a travaillé sur les atrocités qu'il y a eu, après avoir alerté la Belgique. Et cette commission Jean Cesse, et même un autre auteur, Adam Hochschild, ils sont arrivés à des conclusions macabres d'une perte de personnes, la mort de 10 millions de personnes. Dans les rapports mapping, vous les connaissez, les rapports mapping parlent entre 6 et 10 millions de personnes. Alors, pour revenir à votre question, c'est un ensemble de processus et mécanismes, à la fois judiciaires et non judiciaires, formels et non formels, national et communautaire, pour visant à faire face aux séquelles, conséquences des conflits. Comme on l'a bien dit ici, des conflits qui ont eu lieu dans notre société, mais l'objectif c'est de construire une société où règne la paix et la justice, une société démocratique. Alors, la justice transitionnelle formelle, c'est menée par l'État. Là, on a parlé d'un programme de réparation, un fonds étatique, FONAREV. On parle des cours et tribunaux. On parle des structures qui peuvent faire en sorte qu'ils encadrent les combattants, comme le PDDRCS, la réforme du secteur de sécurité pour qu'il n'y ait pas répétition. Ça, c'est un paquet de la justice officielle. Mais il y a aussi la justice informelle, c'est là où nous œuvrons. Oui. Faute de la justice formelle, il y a la justice informelle qui est là. Et cette justice a comme base une base communautaire, une base traditionnelle, une justice qui n'est pas institutionnalisée. Mais on essaye de mettre en place des mécanismes pour parvenir à la réconciliation, pour parvenir à la médiation des conflits, pour parvenir à des rituels de purification, pour parvenir, si vous voulez, à amener les gens finalement à cohabiter, à construire une mémoire collective à partir des témoignages qui sont faits au niveau de la société. Je voulais oublier un élément, c'est que en termes de contexte aussi, dans le mécanisme formel, il y a aussi la commission vérité et réconciliation. Merci Stéphane Lupao. Je rappelle que vous êtes secrétaire au sein des Baraza Lawazé au Nord Kivu. Monsieur Léo Mbeba, vous qui êtes coordonnateur du réseau d'aide aux femmes et enfants nécessités, RAFEN en sigle, vous travaillez plus avec les victimes. Quels sont vraiment les piliers sur lesquels se fonde cette justice transitionnelle? Chers journalistes, merci pour la parole. Et c'est depuis 2017 que nous avions intégré ce processus, tout en étant aussi victime, défendant les communautés. Alors, parler des piliers, c'est vraiment là où revient un défi, comme on dit, là où les Romains s'empoignèrent. Parce que déjà, moi je vais parler comme membre de la communauté. Un paysan en Ituri, en Djougou, à Kilo. Oui. Comme un paysan à Beni, à Mutwanga, ou parler comme un paysan de Minova, Bweremana, Massissi. Et la question, le défi, quand on est avec la communauté, c'est d'abord dire comment on va parler des piliers à la première ligne, qui va nous parler de ces questions, de doutes, d'espoir pour le lendemain, de mettre fin à ce problème. Et là, on a 4 piliers où on va parler en premier lieu du pilier de la recherche de la vérité. Et c'est là où ça bouleverse tout le monde dans la communauté. Où est-ce qu'on aura la vérité?
dans un contexte de conflits, de guerres, de tueries. Et c'est ça la grande question, que nous ne créons pas comme un problème, mais comme une opportunité de travailler sur la paix et la sécurité et la stabilité. On est dans les vagues. Celui qui parle la vérité, il est taxé. Celui qui... Bon, alors, voilà ce qui va nous amener à l'autre défi, qui est le deuxième pilier, qui va parler de la réparation. Oui. Alors, qui répare qui? Dans un contexte où on n'a pas encore arrêté de commettre des atrocités. Alors, les opportunités ici, c'est ce que M. Stéphane a dit. Il y a déjà un processus au niveau du gouvernement où il y a eu une loi qui parle sur les FONAREV. Bon, il y a aussi, à part ça, il y a nous dans la communauté où il y a depuis nos traditions, nos coutumes, il y a ce mécanisme de vérité et réconciliation, de médiation. Quand il y a un problème, on s'assoit, on dit bon, mais en s'asseyant sur une table, c'est ça l'importance de la vérité. Si on revient au premier pilier, qui est à la fois, qui va englober tout. Parce que la vérité, il guérit, la vérité va réparer, et la vérité va construire des mémoires. Alors, ce jeu de défis, ça va nous amener à un autre pilier qui nous défie aussi, qui est la poursuite ou la répression. Poursuite judiciaire ou répression. Où maintenant on a identifié, il y a eu la vérité, il y a eu tout ce qui est autour de la table, mais il faut qu'il y ait des sanctions. Qui est la poursuite des bourreaux. Qui est la poursuite des bourreaux. Comme on a dit, il faut reconnaître ce qu'on a fait et demander pardon. Alors, dans un contexte où le premier magistrat, lui-même, il nous dit que la justice est malade. Mais tu fais comment? Ou dans le contexte, il y a l'actualité où nous tous, on est en train de suivre comment le ministre de la Justice est en train d'accuser les magistrats. Les magistrats qui traitent le ministre de la Justice des ministres de la Communication sur YouTube. Voilà, dans ce contexte-là, c'est une opportunité pour être conscient de monter des mécanismes pour bien travailler sur ces défis. Alors, on va passer maintenant à l'autre pilier, qui est le pilier qui parle sur le droit de mémoire. Alors, il faudra que les victimes ne puissent pas oublier ce qui s'est passé. Alors, il faut organiser des journées de commémoration. Il faut avoir des cimetières ou des monuments. Les défis auxquels on doit avoir des questionnements pour ne pas monter des stratégies pour esquiver, pour les contourner, mais les affronter, les transformer en opportunités comme des activités, comme des projets. Voilà un peu... Et s'il faut ajouter, est-ce que les victimes elles-mêmes ne peuvent pas se dire, nous allons, c'est sûr, dénoncer, nous allons nous mettre avec les autres, mais après, est-ce que demain ou après-demain, la même chose ne pourra pas revenir? Bon, c'est ça même le pilier où on nous parle des garanties de non-récurrence et de non-répétition. Et c'est aussi un autre défi. Voilà un peu le contexte dans lequel la justice transitionnelle va travailler. Merci, M. Léon. Je viens vers vous, Mme Antigone Teguera, vous qui êtes journaliste et qui travaille dans cette communication proche des victimes. En attendant ce qu'a dit M. Stéphane et M. Léon, quels sont les avantages exacts de cette justice transitionnelle, contrairement à la justice judiciaire? Personnellement, je dirais d'abord merci, Monsieur Saint-Janvier, pour la parole et merci à d'autres intervenants. Et je dirais, pour la question des justices transitionnelles, en fait, c'est une justice d'abord qui doit contribuer à la réconciliation. Mais à part ça, les avantages sont liés au niveau de la protection des victimes. Pas seulement la protection des victimes, mais aussi remettre aussi les victimes dans leurs droits. Si nous parlons de la protection des victimes, parce que quand on parle de cette justice transitionnelle, le grand besoin, c'est de mettre
la victime au centre. Donc, c'est travailler pour et avec la victime, avec l'approche victimo-centrée. Et là, je dirais que l'avantage qui est là, c'est que les victimes se sentent d'abord protégées, les victimes se sentent être considérées, les victimes attendent qu'elles soient remises dans leurs droits. Et là, je dirais, peut-être pour les cas de ce que traversent les populations, il y a maintenant plusieurs défis qui restent à relever. Comment est-ce que les victimes seront protégées alors que les cycles de violence continuent? C'est les grands défis qui continuent à s'observer parce que l'idéal, c'est que les atrocités, ce qui s'est passé dans le passé ne puisse pas se répéter. C'est ça l'idéal. C'est que les populations vécues ne puissent pas se répéter encore une fois. Donc, et on dirait que l'avantage que les victimes peuvent attendre de cette justice transitionnelle, je dirais, c'est la protection, l'accompagnement aussi de ces victimes. L'accompagnement, ça peut être l'accompagnement au niveau judiciaire pour qu'il y ait réparation des préjudices. Et bon, il peut y avoir d'autres accompagnements du genre communautaire, peut-être dans les cadres de réinsertion, et voir comment est-ce que les victimes peuvent avancer en attendant que les cycles de violence soient arrêtés. On peut retenir quelque part que la justice transitionnelle travaille plus sur le droit des victimes et tout ce qui pourra se passer, c'est par rapport à leurs propres besoins. Exactement, parce que vous savez, ce sont les victimes qui sont au centre de cette justice transitionnelle. Donc, cette justice, elle prône vraiment l'accompagnement de ces victimes-là et aussi les sanctions de bourreaux. Merci beaucoup Antigone Teguira. Il faudra retenir, comme l'a dit M. Léon, que la justice transitionnelle fonde ou se base plus sur le droit des victimes, qui sont beaucoup plus les droits à connaître la vérité, les droits à la justice, les droits à la réparation, les droits à la mémoire et les droits à la garantie des non-répétitions. Merci mesdames, messieurs. Avant de poursuivre avec mes invités, sachez que au niveau africain, il y a déjà une politique de l'Union africaine sur la justice transitionnelle. Pour avoir une idée sur ce que renferme cette politique africaine sur la justice transitionnelle, nous avons approché le professeur Philippe Tounamsifou de l'Université libre des pays des Grands Lacs et spécialiste de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Je vous propose de le suivre dans ses propos. Consciente que les sociétés africaines ont vécu et continuent de vivre des conflits violents, des conflits armés violents, dans lesquels des violations systématiques des droits de l'homme et du droit international humanitaire se commettent, la conférence de l'Union africaine a adopté depuis le 12 février 2019 la politique de justice transitionnelle de l'Union africaine. Cette politique est une ligne directrice des États membres pour parvenir à une paix durable, à une justice, une réconciliation, une cohésion sociale et un processus d'apaisement en tenant compte des valeurs africaines dans le règlement pacifique. Elle vise également à faire en sorte que les mécanismes s'attaquent aux causes profondes des conflits qui ont endeuillé les familles africaines. Parce que la fin d'une guerre sans s'attaquer aux causes profondes, la répétition de l'histoire est probable. Au regard des mécanismes que préconise cette politique, c'est notamment il faut une reconnaissance de la responsabilité des auteurs, mais aussi une reconnaissance des souffrances des victimes. Les victimes doivent être identifiées et on doit reconnaître leurs souffrances. Les présumés auteurs doivent être en mesure d'exprimer leur remords et de demander pardon aux victimes. Mais aussi, les présumés auteurs doivent verser une réparation pour faciliter la réconciliation. Parmi le principe
africains qui ont été adoptés, c'est notamment ces processus de justice transitionnelle doivent être pilotés par les leaders africains pour faciliter une appropriation au plan national et local. Il faut une politique d'inclusivité. Il ne faut jamais exclure une catégorie de la population pour arriver à l'objectif final. Au regard des éléments indicatifs, la justice transitionnelle est adoptée dans le cadre du processus de paix qui adopte une commission de la justice transitionnelle dans lequel la réconciliation et la cohésion nationale sont privilégiées, des réparations, mais aussi qu'il y ait des dates pour commémorer les atrocités du passé. Et tout cela doit conduire à des réformes institutionnelles. La femme et la jeune fille, tout comme les enfants, sont des victimes potentielles. Leurs voix doivent être entendues. Les personnes vivant avec handicap doivent être aussi consultées, les personnes âgées, mais aussi les déplacés internes qui ont tout perdu ou les réfugiés ainsi que les apatrides. Comme acteurs de mise en œuvre, nous avons au sein du gouvernement, il faut qu'il y ait des mécanismes dans ce sens, mais aussi l'accompagnement de l'Union africaine dans la mobilisation de ressources, en faisant des plaidoyers, mais aussi en présentant des rapports qui permettent la visibilité et la reconnaissance de cette politique. Voilà, vous venez de suivre l'essentiel de la politique de l'Union africaine sur la justice transitionnelle. Revenons dans ces studios avec mes invités. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut tirer comme leçon de cette politique africaine de la justice transitionnelle, Monsieur Stéphane? Oui, j'apprécie vraiment cette politique de l'Union africaine de la justice transitionnelle qui met un accent sur d'abord la victime. Donc ça doit vraiment être basé sur la victime qui doit, si vous voulez, qui doit participer à toutes les phases, tous les programmes de justice transitionnelle, depuis la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. Mais en même temps, il y met en exergue tout ce que nous avons comme valeur africaine. C'est comme le dialogue. Ça, c'est donc les moyens pacifiques de règlement des conflits. Et il promet ces moyens-là. Et donc, si vous essayez d'interroger dans notre tradition, dans nos cultures, dans nos coutumes, il y a beaucoup d'outils, effectivement, qui vont dans ce sens-là. Au lieu de passer à la violence, il faut régler les conflits en recourant aux moyens pacifiques. Comme on l'a dit, les dialogues, il y a la médiation, il y a la réconciliation, on peut se faire des mal, on demande pardon. Mais ce qui est plus intéressant aussi, c'est qu'on s'attaque aussi aux causes des conflits, causes structurelles. Oui, il est difficile de couper, si vous voulez, de veiller à ce qu'il n'y ait pas répétition des conflits si on ne travaille pas sur les causes structurelles à la base des conflits. Il faut les adresser. Mais en même temps, j'ai vu, vous voyez, le continent africain a connu une histoire vraiment tragique et il y a eu des abus. Par exemple, des colonisateurs, vous l'avez vu, ce que le professeur a relevé. Effectivement, il y a des gens qui ont été transportés pour d'autres lieux pour des besoins des colonisateurs. Et aujourd'hui, il faut que les gens voient comment régler cette question-là de façon pacifique, parce que même ceux qui ont été transportés, ils l'ont été sans leur volonté en réalité. Je pense que c'est bien aussi que l'Union africaine essaie de dire qu'il peut disponibiliser des moyens aux organisations. Ça, c'est important. Cet appui financier, l'appui qui peut être aussi technique et l'appui qui peut être humain. Merci Stéphane Lupao. Monsieur Léon, vous qui travaillez plus avec les victimes, est-ce qu'elles peuvent maintenant se réjouir qu'au niveau africain, qu'on puisse prendre à bras le corps cette question de justice transitionnelle? Maintenant, au moment où nous parlons de l'Union africaine et sa politique sur la justice transitionnelle, c'est déjà une visibilité. Et c'est là où je reviens au défi de l'Union africaine. Il y a aussi des défis
au niveau de la gouvernance, l'Afrique lui-même qui est défiée par la pauvreté, les conflits. Alors, tous ces pays qui définissent les politiques, ils sont eux-mêmes aussi victimes. Et cette machine qui bloque par rapport à l'Union européenne, parce que l'Union européenne, les institutions, des organes, ils sont vraiment indépendantes et partiales, et qui souples, décidées. Mais ici, il y a le grand défi, c'est les réformes, par rapport aussi aux moyens. Parce que tout ce que nous disons, le professeur Philippe a dit, peut-être ils vont aider à mobiliser les moyens. Donc, en quelque sorte, comme l'Union africaine prend déjà en main cette question de justice transitionnelle, les victimes peuvent s'en réjouir. Comme vous le disiez, avant, on ne voyait pas l'Union africaine s'intéresser plus de la question de la justice transitionnelle. Alors, Madame Antigone, qu'est-ce que vous avez à dire aux victimes, mais aussi à ces organisations comme celle de Léon qui travaillent avec les victimes? Moi, j'estime que les pays, d'abord, doivent être sérieux avec lui-même pour que l'appui de l'Union africaine soit visible au niveau de l'accompagnement de cette question liée à la justice transitionnelle. Le pays doit s'approprier d'abord sa politique nationale. Si le pays lui-même est sérieux avec sa politique nationale dans son exécution, là, l'apport de l'Union africaine sera un peu, va valoir son pesant d'or, si je peux le dire comme ça. Mais si au niveau interne, d'abord, il y a des failles qui s'observent, bon, on ne sait pas comment est-ce que, au niveau interne, on ne saura pas vraiment ranger les choses et qu'on estime que c'est de l'extérieur. C'est de l'Union africaine qu'on aura les grands appuis. Et pour dire que qu'est-ce que les organisations doivent faire afin de s'approprier la politique, de s'approprier cette politique. Moi je dirais que en fait les organisations se limitent au niveau des plaidoyers. Elles n'ont pas grand-chose vraiment à faire parce que elles ne sont pas les décideurs. Les organisations se limitent au niveau des plaidoyers, mais moi je proposerais aux organisations de bien mener aussi leur plaidoyer, d'avoir aussi la culture de redevabilité auprès des victimes. Si vous avez fait quelque chose ou si vous avez organisé, si les victimes ont participé à un processus de plaidoyer, faites part à ces victimes qu'on est à ces niveaux et que ce qui avance c'est ça, ce qui reste à faire c'est ça. Pourquoi? Pour que les victimes comprennent aussi peut-être des contours qui peuvent arriver dans le processus de plaidoyer. Merci Antigone Teguera. Auditrice, auditeur, voilà ce qui met un terme à ce numéro de votre émission Africa Reconcile de vous parle. Nous avons eu à comprendre ce que c'est que la justice transitionnelle, ses différents piliers et son avantage en plus de la politique de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Vous avez aussi retenu le gros de la politique de l'Union africaine sur la justice transitionnelle. Pour en parler, j'ai eu le privilège de recevoir M. Stéphane Pao, qui est secrétaire au Baraza Alaoazé en province du Nord Kivu, M. Léon Mbeba, qui est coordonnateur du réseau d'aide aux femmes et enfants nécessités, et Mme Antigone Teguera, qui est journaliste de la ville de Goma, tous engagés sur la question de la justice transitionnelle, que je remercie très sincèrement pour leurs interventions. Et rappelons que ces numéros entrent dans le cadre du projet mis en œuvre par Africa Reconciled avec le soutien de l'Union européenne et l'Union africaine à travers le Fonds africain pour la justice transitionnelle pour renforcer la participation significative des victimes dans les processus de la justice transitionnelle au niveau communautaire. J'étais Saint-Janvier Ziali-Roy à la présentation. Nous vous remercions de votre sympathique attention avec le plaisir de vous rencontrer prochainement. Au revoir.